Nous reprenons nos travaux. Je souhaite maintenant la bienvenue aux représentants de la Ligue des droits et libertés. Je vous rappelle que vous disposez de 10 minutes pour votre exposé, puis nous procéderons à la période d'échange avec les membres de la commission. Je vous invite donc à vous présenter et à débuter votre exposé. Alors, bonsoir, Monsieur le ministre et Mesdames et Messieurs les députés. Alors, merci pour cette invitation à comparaître devant la Commission sur un sujet qui intéresse beaucoup la Ligue des droits et libertés. Permettez-moi de me présenter, je suis Dominique Péchard, je suis membre d'un comité de la Ligue des droits et libertés qui se préoccupe des questions de vie privée, surveillance et intelligence artificielle. Je suis accompagné de Mme Anne Pinault qui appartient au même comité et Mme Linda Kellil qui est responsable de dossier à la Ligue des droits et libertés. Alors, bon, vous avez reçu notre mémoire. Depuis des années, la Ligue s'intéresse à la protection des renseignements personnels, élément essentiel à la droit à la vie privée et du respect des droits humains. Et nous avons d'ailleurs soumis des mémoires sur la loi concernant la protection des renseignements personnels, les renseignements de santé et les ressources informationnelles. Nous regrettons que ce projet de loi intervienne à un stade si avancé du programme d'identité numérique. Peu de détails ont été divulgués sur le fonctionnement technique du système et son mode de gouvernance, et aucun débat public n'a permis de discuter des choix faits par le gouvernement et des besoins de la population. À cet égard, la démarche ne rencontre pas, selon nous, les prescriptions de transparence établies par les commissaires à la vie privée du pays dans l'établissement de l'identité numérique. Si nous saluons l'adoption d'un encadrement légal pour l'identité numérique, celui proposé ici soulève plusieurs inquiétudes en matière de droit de vie privée et de droits humains. Le projet de loi confie au ministre de la Cybersécurité et du numérique la gestion centralisée de l'identité numérique. Le ministre agira comme source officielle des données numériques gouvernementales pour les besoins de l'identité numérique. Les données numériques gouvernementales comprennent le nom et les dates et lieux de naissance d'une personne physique, ainsi que le nom de ses parents et, nous soulignons, tout autre renseignement que détermine le gouvernement. Est aussi institué le registre de l'identité numérique, qui existe d'ailleurs déjà. C'est le registre d'attributs d'identité gouvernementale et ces informations proviennent de la RAMQ. Le document ministériel présentant le projet précise ainsi que le ministère de la cybersécurité et du numérique a opté pour un chargement massif des attributs d'identité détenus par la RAMQ. Bref, de très nombreux renseignements personnels seront inscrits au registre de l'identité numérique. La résolution commune des commissaires à la vie privée sur l'identité numérique énonce pourtant que les systèmes d'identification numérique ne devraient pas créer de base de données centralisées. Un registre réunissant autant de renseignements personnels ne peut qu'attiser la convoitise des cybercriminels et favoriser des actes de piratage. Se pose aussi la question de l'endroit où sont stockées les données de l'identité numérique. Le projet de loi n'indique rien à ce sujet. Le stockage hors frontières ou via des entreprises soumises au contrôle de gouvernements étrangers, notamment américains, peut compromettre la souveraineté numérique du Québec sur les données de ses citoyens, qu'on pense en particulier au Cloud Act des États-Unis. L'article 10.7 prévoit que le ministre ne peut utiliser les données du registre à des fins de profilage de personnes. L'interdiction est valable, mais trop restreinte. Elle concerne le ministre et ne vise que le profilage. Il y a bien d'autres façons d'utiliser les données, application de la loi, enquête policière, intelligence artificielle, recherche, etc. Pour la Ligue, le système d'identification numérique doit être dédié exclusivement à l'identification et l'authentification des personnes. La loi devrait interdire clairement toute autre utilisation, et ce par quiconque. C'est du reste ce que recommandent les commissaires à la vie privée dans leur résolution commune sur l'identité numérique. Enfin, la question de la biométrie. Le gouvernement s'attribue le pouvoir réglementaire de préciser les données numériques gouvernementales ayant des caractéristiques biométriques ou contenant des mesures biométriques qui peuvent être utilisées à des fins d'identification numérique. Le 25 avril 2024, lors de l'étude de crédit du ministère de la Cybersécurité et du numérique, le ministre indiquait travailler déjà à la mise en place d'une infrastructure sur la biométrie pour l'identité numérique, et ce, avant tout débat public sur la question. L'usage de la biométrie semble se répandre aussi au sein du gouvernement. En 2020, la Sûreté du Québec a conclu un contrat avec la société IDEMIA. En 2022, la SAC annonçait
adopter aussi cette technologie prétendument pour faire le ménage de sa banque de photos. Dans un avis sur le projet de la SAC, la CAI concluait à la nécessité d'un débat public vu le caractère unique et permanent des données biométriques et des risques de discrimination et d'atteinte potentielle aux droits fondamentaux et d'un danger de détournement de finalité. Rappelons aussi que la résolution commune des commissaires à la vie privée sur l'identité numérique ne préconise pas le recours à la biométrie. Fonder un système d'identifiant gouvernemental sur l'utilisation de la biométrie mènerait à une banalisation insidieuse de cette technologie très invasive. L'encadrement législatif de cette technologie est insuffisant. La reconnaissance faciale peut conduire à des erreurs, particulièrement pour certains groupes. Un incident de confidentialité impliquant de telles données pourrait avoir des conséquences irréparables. Par ailleurs, une fois la banque constituée, les autorités pourraient tenter de l'utiliser à d'autres fins. Que l'utilisation de la biométrie demeure un choix des utilisateurs ne change pas notre position. Ce qui est volontaire un jour peut devenir obligatoire. D'ailleurs, le consentement n'autorise pas en soi le recours à la biométrie. Encore faut-il que son usage soit nécessaire, ce qui n'apparaît pas être le cas pour l'identité numérique. À tout le moins, le sujet nécessite un débat public franc et éclairé où l'ensemble des projets seront mis sur la table et où citoyens et experts pourront se faire entendre. Sur ce, je cède la parole à ma collègue Anne Pinault. Merci. Merci. Sur la fracture numérique, nous avons des inquiétudes. Des solutions non numériques doivent subsister pour les personnes n'ayant pas l'intérêt, les connaissances ou l'équipement nécessaires pour des services en ligne. Et l'alternative doit être réelle au plan de la proximité et de la célérité des services. Au plan des pouvoirs réglementaires, nous estimons que les pouvoirs sont trop exorbitants. Pouvoir définir toute donnée numérique gouvernementale au gré du gouvernement, les fonctionnalités du registre, donc des pouvoirs réglementaires beaucoup trop larges. Sur l'interopérabilité, nous regrettons qu'il n'y ait pas d'encadrement spécifique en ce qui concerne les règles qui devront régir l'interopérabilité des systèmes. Et en ce qui touche le portefeuille numérique et la possibilité d'avoir dans la collectivité des interactions par attestation numérique à partir d'une application, la loi est pratiquement muette sur tous les aspects qui entouraient cette utilisation-là. Le secteur privé qui bénéficierait de ça, quelle serait sa contribution, quel type de gouvernance il y aurait pour ce système-là. Les entreprises devront-elles signer un contrat pour l'utilisation du portefeuille? Puis pour le citoyen, qu'en sera-t-il du traçage de ces transactions, de la durée de conservation de celles-ci, l'accès aux données, le droit au retrait de service, des responsabilités en cas d'usurpation d'identité ou de fraude? Bref, beaucoup de questions et l'absence de débat, nous le regrettons énormément parce qu'on ne sait pas trop comment se dessine ce projet-là. Et nous estimons qu'il faut un débat autour de ces questions-là. Donc, pour nous, il reste encore beaucoup trop d'inconnus dans le projet d'identité numérique. Nous réclamons un véritable débat sur l'architecture de cet outil, son mode de fonctionnement, de gouvernance, son utilité et son financement. Merci. Il vous reste une minute et demie. Est-ce qu'il y a d'autres propos que vous voudriez ajouter? Je ne pensais pas que j'avais encore du temps. Alors, je dirais simplement la Banque centralisée de renseignement personnel aux fins de l'identité numérique, le recours éventuel à la biométrie, le manque d'encadrement au plan de l'interopérabilité, autant d'éléments qui mettent à risque, selon nous, les données personnelles sensibles. Et par ailleurs, si l'IN demeure optionnelle, rien ne garantit que des services traditionnels seront disponibles au choix des individus et dans des conditions de concurrence équitables avec les services en ligne. Voilà. Je vous remercie pour votre exposé. Nous allons maintenant commencer une période d'échange. Monsieur le ministre, la parole est à vous. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Bonjour à vous trois. Merci d'être là aujourd'hui. J'aurais envie de commencer peut-être par trouver un point commun. Est-ce que vous considérez que le fait d'authentifier quelqu'un qui veut accéder à une prestation électronique de service est un incontournable?
Ce serait ma première question. Bien, je pense qu'effectivement, on ne peut pas faire abstraction du fait que le monde a changé. Les services à distance existent de plus en plus. Des personnes veulent y recourir et il apparaît assez évident qu'il faut trouver une façon de s'assurer que les gens puissent le faire dans des conditions de sécurité. Donc, oui, c'est pas là le point. C'est comment on le fait. Ce que je comprends, c'est que quand vous dites avoir un débat public, c'est pas sur la pertinence d'être capable d'identifier, d'authentifier des gens avant de leur donner accès à une prestation électronique de service. C'est pas là-dessus qu'est votre propos. Le propos, il est sur les choix qui ont été faits à date et sur l'inconnu qui entoure les développements ultérieurs. Et le fait aussi que la population n'a finalement pas été consultée sur les différents choix qui ont été faits. Je vais me permettre, pour pas qu'on parte dans tous les sens, quand vous dites que la population n'a pas été consultée sur les choix qui ont été faits, vous faites référence à quoi exactement? Les choix technologiques? C'est là-dessus que je voudrais savoir, là, est-ce que vous voulez un débat public sur le fait d'utiliser, par exemple, du logiciel libre ou sur le fait de ne pas utiliser, comme d'autres juridictions l'ont fait, des systèmes déjà existants? Je voudrais vraiment qu'on puisse circonscrire exactement, quand vous dites ça prend un débat public, ça prend un débat public sur quoi exactement? Bien, sur les tenants et aboutissants de ce système-là, je vous donne un exemple. Vous avez fait le choix, par exemple, d'utiliser le fichier de la RAMQ. Et vous indiquez dans un de vos documents que vous avez fait le choix, par exemple, de télécharger massivement et immédiatement les données de ce fichier-là pour les fins du registre. Étant entendu que pour beaucoup des personnes, ou en tout cas une partie des gens, n'utilisent pas actuellement ce service d'authentification-là, mais leurs données s'y trouvent et qui peut-être ne l'utiliseront jamais. Donc, c'est quand même un choix qui a été fait de mobiliser toutes ces données-là dans le fichier. Et pour nous, par exemple, ça ne remplit pas la condition de données absolument nécessaires parce qu'il y a des gens qui ne l'utiliseront jamais, le système d'authentification. Et leurs données sont pourtant là. Et donc, si on vient, parce qu'on sait aussi que les renseignements de l'assurance maladie ne couvrent pas l'entièreté de la population. Éventuellement, on recourra à des données, par exemple, au niveau de la Société d'assurance automobile. Est-ce que là encore, on fera le choix de télécharger massivement tous les permis de conduire et sans compter l'éventualité d'outils biométriques? Alors, donc, c'est un peu ça on le lit aujourd'hui dans le projet de loi. Beaucoup des choses de ce projet de loi-là sont le fait de décrets qui ont déjà été adoptés. Et on vient pérenniser ça. Et on apprécierait que pour de grandes parts de ce qui peut s'en venir au niveau de l'identité numérique, qui est peut-être plus le portefeuille, qu'on tienne un débat sur où on s'en va, comment ça va être utilisé et comment ça peut servir. Mais je souligne au passage que vous avez raison, il y a des décrets qui ont été adoptés, mais qui ont été adoptés en vertu de lois qui ont été adoptées, qui elles-mêmes ont fait l'objet de débats dans l'espace public, notamment en commission parlementaire. Alors, quand on a adopté la loi 95, il y a eu des travaux qui ont été faits là-dessus. Quand on a adopté la loi 6, la loi sur le ministère de la cybersécurité, ça fait l'objet aussi de débats. Quand on a adopté la refonte de la loi sur la protection des renseignements personnels, on a eu même, je vous dirais, pendant presque un an de discussion. Donc, peut-être que là, ce que je comprends, c'est que ce n'est pas le genre de débat auquel vous faites référence, puis ce à quoi vous vous attendiez. Mais je vais revenir parce que par rapport à la réponse que vous me donnez, je comprends que le fichier d'identité a aussi pour but d'éliminer tous les autres
fichiers qui sont disséminés un peu partout dans les bases de données du gouvernement et qui contiennent des renseignements personnels et qui, en termes de sécurité, posent un problème. J'écoutais tout à l'heure dans votre présentation dire que c'est appétissant pour les cyberattaquants. Vous avez tout à fait raison. Le problème, c'est qu'au lieu d'avoir un registre qui contient des renseignements sur l'identité, on en a des centaines. Et donc, au lieu d'avoir une chance d'aller chercher ces renseignements-là, on en a des centaines. Donc, en termes de sécurité et de protection, puis ça, c'est sans compter les ressources humaines, matérielles et financières qu'il faut allouer à la protection de tous ces fichiers-là, qui sont très importants et qu'on n'a pas toujours. Et donc, je comprends ce que vous nous dites quand vous dites que vous avez téléchargé le FIPA. Et bon, puis évidemment, on a d'autres moyens de corroborer l'identité. Mais il faut comprendre qu'à terme, l'objectif, c'est d'éliminer tous ces fichiers-là où on tient des renseignements sur les citoyens et qui posent un problème de sécurité important et des risques de fuite de données et donc préjudice pour les citoyens. Donc, c'est un peu dans ce sens-là où je me dis, bien, cette centralisation-là, puis je comprends que le mot centralisation, des fois, ça fait peur, mais voyons-le plutôt comme une élimination de la multiplicité des fichiers qui peuvent exister pour s'assurer, d'une part, d'avoir une meilleure capacité à protéger ces renseignements-là, et d'autre part, pour s'assurer qu'il n'y a pas de doublons, qu'il n'y a pas d'erreur. Et on le voit là, avec le service d'authentification gouvernementale, parce que là, on est obligé de comparer des fichiers différents, puis quelquefois, un citoyen voit son nom orthographié d'une certaine façon dans une banque d'un organisme, d'une autre façon. Ça cause évidemment un préjudice au niveau de notre capacité à l'identifier. Donc, je pense qu'il y a plusieurs problèmes qui sont en cause là-dedans et pour lesquels le projet de loi mène une solution. Mais là, je comprends que vous, ce n'est pas dans cette perspective-là que vous l'abordez. Pour nous, un des éléments importants, et il semble que les experts le disent, une centralisation des données, c'est comme créer un joyau pour les tentatives de piratage, de rançongiciel, sans compter toutes les fuites qui peuvent provenir de l'interne à cause du non-respect de certaines mesures de sécurité ou par des malveillances. Donc, on crée un outil qui présente un attrait certainement important. Et une chose qui n'aide pas ici, c'est que, à titre de source officielle des données, la loi, justement, 95, prévoit que les règles de gouvernance qui entourent ces données-là, au départ, auraient dû faire l'objet d'une approbation par la Commission d'accès à l'information. Or, on a fait adopter le projet de loi 38 pour prévoir justement qu'on substituait à l'obligation d'approbation une transmission à la Commission des règles de gouvernance qui ont été définies. Donc, et la Commission d'accès s'était objectée, estimant qu'une approbation, une enquête a posteriori offrait absolument pas les mêmes avantages qu'une approbation. Donc, là aussi, on a un système qui peut soulever beaucoup d'inquiétudes pour des renseignements très sensibles et qui risque d'augmenter, là, parce que moi, ce qu'on comprend, c'est que vous n'arrêterez pas au fichier de la FIPA. Bien, en fait, comme j'ai dit, l'objectif, puis c'est là-dessus, je pense qu'il y a comme une incompréhension, en tout respect, parce que vous semblez dire créer un fichier central, c'est très alléchant, mais en créer des centaines, c'est, à mon sens, encore plus dangereux. Et c'est peut-être ça, je pense, dont on n'est pas conscient, c'est qu'actuellement, il y a des centaines d'organismes qui ont l'ensemble de vos renseignements personnels. Et ça, je voudrais vous entendre là-dessus, parce que vous ne pensez pas qu'au contraire, c'est ça qui pose problème et qui peut peut-être amener des difficultés, justement, à assumer une protection pleine et entière des renseignements personnels des Québécois.
Parce qu'on s'entend, là, les renseignements d'identité d'une personne, le gouvernement du Québec les détient déjà. Il n'y a pas de renseignements qu'on n'a pas déjà. Le problème, c'est qu'on les a déjà, mais qu'on les a déjà dans plusieurs centaines de banques de données, ce qui cause différents problèmes que l'unicité d'un fichier va régler, à mon sens. Mais vous ne semblez pas être d'accord avec ça, puis c'est là-dessus que j'aimerais peut-être vous entendre. En quoi le fait de multiplier les fichiers d'identité est une bonne chose pour les Québécois, là? Bon, disons que nous ne sommes pas des experts en informatique ou en cybersécurité. Mais ce que nous déplorons, c'est qu'il n'y ait pas eu un débat où des experts auraient pu examiner la proposition du gouvernement et voir des alternatives à un fichier centralisé. Parce qu'apparemment, d'après ce qu'on nous a dit, il en existe. Or, c'est ça ce qu'on reproche à la démarche, c'est que il y a on a parlé à des experts que je nommerai pas, mais qui nous ont dit, bien, on n'est pas capable d'évaluer parce qu'on n'a aucune donnée sur comment ce système-là va marcher en termes concrets, donc sur sa performance, sa sécurité, etc. Donc, c'est le manque, c'est qu'il y a une option qui a été prise, mais cette option-là n'a jamais été débattue ou a été soumise à un examen critique de la part d'une expertise indépendante. Puis si je peux me permettre d'ajouter, Monsieur le ministre, vous parliez au début d'un débat public. On trouve important de réitérer aussi qu'une consultation en ligne via un questionnaire à remplir, là, on a vu qu'en octobre, il y a eu la mise en ligne de l'État, le numérique et moi, une consultation par le ministère qui a été retirée quelques jours plus tard. Ça constitue pas, à notre sens, ça constitue absolument pas un débat public transparent et éclairé de procéder par une consultation via un questionnaire. Donc, on demande la transparence, c'est le prérequis à un débat public éclairé, puis de pouvoir justement avoir toutes les informations requises pour confronter les différents points de vue et que la population puisse se faire une idée. Et à ce sens-là, quand on parle par exemple de biométrie, c'est important aussi d'évaluer les effets sociaux des mesures qui sont proposées. Donc, ça peut sembler a priori alléchant d'avoir l'option de pouvoir utiliser la biométrie. Ça facilite l'utilisation, on a un gain de temps. Mais ensuite, si on introduit dans le débat les effets sociaux, la banalisation de cette technologie invasive, peut-être que là, comme citoyens, citoyennes, on va réévaluer l'utilisation d'une telle technologie. Donc, les critères, c'est vraiment la transparence, un débat public éclairé, Monsieur le ministre. Sur la consultation, je vous donne entièrement raison. En fait, la consultation a été retirée parce que, pour des raisons logistiques, puis je dirais, à quel moment ça a été mis en ligne, c'était pas pertinent de faire ça avant Noël, là. On veut justement avoir une participation et cette consultation-là sera reprise au printemps. Là-dessus, vous avez mon engagement. Là. Il n'était pas du tout question de ne pas faire la consultation. Disons qu'il y a eu confusion sur le moment où on l'a mis en ligne, puis moi, je pensais, puis je pense encore qu'à ce moment-là, à la veille des fêtes, là, pour moi, ça aurait été comme si on voulait le faire, mais sans le faire. Là, vous voyez, là, un moment où les Québécois regardent ailleurs, puis au lieu d'être focusés là-dessus. Donc, c'est la raison pour laquelle elle a été retirée, mais nous allons la reprendre. Si vous permettez, juste, pardon, c'est que l'enjeu n'est pas le moment où la consultation en ligne a été le choix du moment. L'enjeu, c'est que c'est pas un débat public, transparent, éclairé, de se limiter à une consultation en ligne via un questionnaire. On a pris connaissance de la consultation et des questions. Ça ne peut pas suffire et vous satisfaire comme débat public, Monsieur le ministre. Bien, écoutez, là-dessus, on a des divergences d'opinion assez clairement de notre côté, mais je respecte tout à fait votre point de vue. Ce qu'on veut dire, c'est que pour consulter la population, il faut donner toute l'information pour que les réponses aux questions soient éclairées. Donc, c'est le message qu'on veut vous transmettre. Je vous suis tout à fait, mais je persiste et signe. On a une divergence d'opinion. Moi, je pense qu'une consultation en ligne, des commissions parlementaires, des consultations particulières, ce que nous faisons depuis maintenant 6 ans, dire que ce n'est pas des débats éclairés, ce n'est pas des débats publics. Mais comme je vous dis encore une fois, je respecte votre opinion, mais je ne la partage pas, mais pas du tout. Je pense qu'au contraire, il y a eu plusieurs occasions de débattre de ces questions-là. Mais maintenant, je vais vous écouter sur... parce que j'entends ce que vous me dites, mais sur l'identité numérique, elle n'est pas obligatoire.
Donc, c'est laissé au choix du citoyen d'utiliser ou non l'identité numérique. Donc, par rapport aux craintes que vous exprimez, bon, sur la vie privée, la traçabilité, etc., dans la mesure où ce n'est pas obligatoire, qu'est-ce qui vous fait craindre là-dedans? Je veux dire, si le citoyen ne veut pas s'en servir, il est tout à fait libre de ne pas le faire. Merci. D'abord, la question du volontariat, je dirais effectivement, c'est une bonne chose, mais encore faut-il que le choix existe réellement. Si il devient de plus en plus difficile d'obtenir des services gouvernementaux autrement qu'en ligne, ça va être un choix qui sera théorique. Et les personnes les plus susceptibles d'avoir besoin justement des prestations, c'est les personnes qui ont des difficultés avec éventuellement le numérique. Merci, c'est tout le temps que nous avions. Merci, Monsieur le ministre. Je cède maintenant la parole à la députée de Mont-Royal-Outremont. Merci, Madame la Présidente. Merci à vous trois pour votre présentation. Merci pour le mémoire toujours bien étoffé, bien réfléchi. Vous mettez beaucoup de travail, on l'apprécie. Votre point de vue est important là, dans le cadre de nos travaux. On va forcément en tenir compte. Vous enrichissez notre réflexion. C'est certain, je partage plusieurs des préoccupations. Par contre, je veux vraiment que les Québécois puissent bénéficier de services accessibles, conviviaux, faciles, puis puissent bénéficier de tout le progrès technologique. Je pense qu'on est rendu là, mais avec la bonne communication, en ne laissant personne de côté, en s'assurant d'avoir un système sécuritaire, en protégeant les renseignements personnels. Donc, il y a plusieurs enjeux importants. Donc, on fait que commencer à en parler. Soyez assurés que les points que vous mettez de l'avant ont été mis de l'avant par d'autres aussi. Là, j'aimerais qu'on puisse élaborer sur certains des points, revenir sur la question de la biométrie. Ce que j'entends, c'est que la porte n'est pas fermée. Et là, vous êtes revenu sur tout l'historique là, des déclarations du ministre et autres. Qu'est-ce qui vous inquiète et qu'est-ce qu'on peut faire comme législateur pour mieux encadrer l'utilisation des données biométriques à ce stade-ci? Bon, merci pour la question. C'est une question qui nous préoccupe, la biométrie, plus largement d'ailleurs que dans la question de l'identité numérique. C'est sa prolifération en général pose problème. Et notre point de vue, c'est que, bon, de plus, il est possible de contourner ça aussi maintenant avec les nouveaux, l'intelligence artificielle, etc., de créer des fausses identités même, d'usurper une identité biométrique. Donc, notre point de vue, c'est que les données nécessaires pour faire fonctionner un système devraient être les données minimum. Donc, si on veut utiliser la biométrie, il faut démontrer que c'est nécessaire. Et c'est fait partie des choses qui n'ont pas été faites dans le cadre de ce projet-là, justement parce que les paramètres de définition sont pas précisés dans le projet. Il n'y a pas eu de débat public. Donc, on nous avance, on nous fait cheminer progressivement vers la biométrie en disant, bon, elle va être optionnelle, mais on sait ce qui devient optionnel finit par devenir la méthode utilisée, obligatoire, et il n'y a pas eu de démonstration que c'était nécessaire de passer par cette voie-là. Alors qu'à notre avis, il y a des risques à l'utilisation de la biométrie, en particulier la reconnaissance faciale, parce qu'on présume que c'est ça qui est la voie privilégiée comme identification biométrique dans un contexte comme celui-là. Est-ce que la biométrie peut quand même apporter... Est-ce que ça peut rimer avec meilleure sécurité? Ça peut pas être vu comme étant justement une mesure tellement avancée qu'elle serait la meilleure mesure pour pouvoir identifier quelqu'un? Ou là, vous voyez que ça ouvre la porte à trop de dérapages? Bien, pour nous, à notre avis, ça effectivement ouvre la porte à des dérapages
Et ça fait partie, quand on dit qu'il n'y a pas eu de débat adéquat, c'est qu'il aurait fallu que ce qui est nécessaire pour une identité numérique fasse l'objet d'un débat où des experts dans le domaine indépendant du gouvernement aient pu émettre des opinions et évaluer les possibilités et qu'ensuite la population ait pu être informée et en débattre. C'est ça qu'on reproche, c'est qu'on avance vers une solution qui comporte des risques sans que des alternatives aient été examinées et sans qu'il y ait eu un débat public où on aurait pu être éclairé par diverses opinions sur le sujet. Si je peux me permettre, j'ajouterais que un des points, c'est qu'on nous dit que toute l'infrastructure va être déjà là. C'est comme si c'est une question de temps, on va y arriver. Le ministre, lors de l'étude des crédits, a indiqué que ça va nous amener vers des niveaux de sécurité supérieurs et on travaille en collaboration avec les autres provinces. Est-ce que ça va devenir un élément d'interopérabilité entre les systèmes? Alors, il y a toute l'opacité qui entoure ce projet-là. On met l'infrastructure. Il y a la Société d'assurance automobile qui développe des projets autour de la biométrie à partir, ce qu'on comprend, des photos de permis de conduire. C'est très difficile d'avoir de l'information. La Commission d'accès à l'information a demandé un débat là-dessus parce que c'est peut-être 5 millions de gabarits de photos qui pourraient être utilisées et on n'a pas la limpidité et on ne met pas carte sur table concernant ces projets-là. Et ça, effectivement, ça nous préoccupe. Et on estime aussi que ce n'est pas une question qui est purement personnelle. Quand un outil comme ça est développé, c'est une question qui concerne un enjeu de société. J'ai ma collègue ici de Lapinière qui a dû s'absenter quelques minutes. Elle porte le dossier des aînés, mais on n'a pas en tête simplement les aînés, on a en tête aussi tout le pan de la population qui n'a pas une littératie numérique adéquate pour pouvoir bénéficier là, de tous les avantages que va apporter ce nouveau régime d'identité numérique nationale. On voit dans votre mémoire à la lecture de vos propos que vous avez évidemment à l'esprit de ne pas laisser une partie de la population plus vulnérable de côté. Est-ce que j'aimerais vous entendre, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, élaborer là, sur l'accompagnement, sur comment vous voyez le déploiement d'un tel système par rapport à toute cette partie de la population qui ne pourra potentiellement pas suivre? Et qu'est-ce qu'on doit faire pour justement que ce soit inclusif? Oui, merci pour la question. Donc, on parle ici des fractures numériques, donc de pans de la population donc, comme vous l'avez vu dans le mémoire, il y a l'INRS qui a identifié des facteurs de vulnérabilité numérique. Donc, on parle de l'âge, la situation géographique, le revenu, les compétences numériques, le niveau d'éducation, le fait de vivre seul et le statut d'immigration. Puis, pour l'instant, ça semble être un peu l'angle mort du projet d'identité numérique nationale du gouvernement, c'est-à-dire qu'on n'a pas entendu de quelle manière le ministre, le gouvernement va s'assurer qu'il n'y a pas d'exacerbation de ces exclusions numériques et des inégalités qui en découlent et quel appui ou quelles mesures vont être déployées justement par le gouvernement. On sait aussi que vous avez reçu un avis très complet du regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec. Donc, les personnes peu alphabétisés représentent 22 % des adultes de 16 à 65 ans et qui vous ont soumis des préoccupations et des pistes d'action assez claires. Depuis 2023, d'ailleurs, le regroupement a déployé une campagne parce que la préoccupation des groupes en alphabétisation est très importante. Donc, elle a axé beaucoup d'énergie à déployer une campagne « Traversons l'écran » pour un virage numérique humain. Donc, c'est pour ça qu'on parle aussi des effets sociaux de ce virage numérique gouvernemental et que ça dépasse une question purement individuelle. Donc, par exemple, que compte faire ou quelle garantie le gouvernement offre-t-il à maintenir des services de qualité en personne quand on sait qu'il y a des bureaux, par exemple de la SAQ ou de la CNESST, qui ont réduit leurs heures ou qui ont fermé. Donc, ça va avoir des conséquences tangibles sur l'exercice des droits des personnes.
Pour l'instant, on n'a pas entendu M. le ministre nous présenter un plan sur un horizon de plusieurs années, là, de plusieurs dizaines d'années, pour garantir que le virage numérique, à terme, ne va pas avoir des effets d'exacerber les inégalités sociales. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres éléments de votre mémoire que vous souhaiteriez aborder là, comme ça en commission de façon verbalement, parce qu'on peut évidemment se référer à votre mémoire, mais la chance qu'on a d'échanger avec vous, elle est, on l'a maintenant en commission, donc je vous laisse aborder d'autres éléments que vous n'avez pas eu la chance d'aborder depuis qu'on a commencé votre présentation. Il y a deux éléments, peut-être. La question du profilage, l'idée que le ministre ne pourrait utiliser l'identité, le système à des fins de profilage. On estime que ça ne va pas assez loin, qu'en fait, il serait beaucoup plus simple de dire que le système ne peut servir à aucune autre fonction que l'identification et l'authentification. Étant entendu que d'abord le profilage, c'est un aspect qui peut être assez restreint, caractéristique d'une personne physique, à des fins de prédictivité, alors qu'il y a plein d'autres utilisations qui pourraient être possibles du registre ou du système d'identité. Et c'est l'ensemble de ces autres utilisations-là, sauf à des fins d'identité et d'authentification, qu'il faut exclure. D'ailleurs, on a vu le problème que la question du profilage posait ce matin avec la Commission d'accès à l'information, à savoir ce que les données dérivées seraient des renseignements personnels et donc couverts par la loi. Alors, nous, on estime, et c'est d'ailleurs ce que les commissaires à la vie privée du pays disaient, les renseignements personnels contenus dans un écosystème d'identité ne devraient pas être utilisés à d'autres fins. Alors, je pense que ça serait une bien meilleure garantie de l'étanchéité de toute autre forme d'utilisation. Et donc, mais je crois que le libellé prévoit une interdiction de faire du profilage. Vous souhaitez que le libellé soit plus précis? Il y a un élément qui, pour vous, n'est pas clair? Ce qu'on dit, c'est que le profilage, c'est un des aspects qu'on veut voir banni, effectivement. Mais il y a en fait, toute autre utilisation du système doit être prohibée. Et ça, que ce soit par le ministre ou par quiconque. Donc, et c'est ce que les commissaires à la vie privée disent, les renseignements personnels dans un système comme ça ne doivent pas servir à rien d'autre. Comme ça, on couvre la totalité des possibilités, que ce soit du profilage, que ce soit l'utilisation aux fins d'appliquer la loi, que ce soit l'utilisation à des fins d'enquête de police. Peu importe, le système est dédié à une seule utilité, identification, authentification, et ne doit pas servir ou être l'occasion de l'utiliser pour d'autres choses. Merci. Pas seulement le profilage. C'est très clair. Vous aviez un autre sujet, je pense que vous souhaitiez aborder sur le profilage. Vous avez été limpide. En 20 secondes. Vas-y. 20 secondes. Bien, l'interopérabilité, la possibilité que des flux de données transfrontières interviennent, particulièrement lorsqu'on parle d'interopérabilité avec des outre-frontières. Il n'y a rien dans... Je dois maintenant céder la parole au député de Maurice Richard. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup, chères représentantes et représentants de la Ligue, d'être avec nous. Moi, je ferai un peu de millage sur la question des données biométriques. Est-ce que vous avez des exemples de dérives, en fait, qu'il y a eu, qui font en sorte qu'on sort justement d'un certain nombre de concepts démocratiques dans une société? Bien, si on parle de l'usage de la biométrie en général, c'est clair que, en particulier, la reconnaissance faciale pose un grand problème. La multiplication d'ailleurs, la commission
la Commission d'accès à l'information reçoit de plus en plus de cas d'entreprises et de situations où on a recours à la reconnaissance faciale et dans bien des cas où ce n'est pas justifié. Donc, ça, c'est un dossier qui nous préoccupe. C'est une question qui nous préoccupe, l'utilisation de la reconnaissance faciale, parce que c'est une méthode de surveillance qui peut devenir très généralisée et totalitaire, surtout quand elle est utilisée dans des lieux publics. Donc, c'est clairement pour nous un danger en termes de droits humains. On a l'exemple en France de l'utilisation de la reconnaissance faciale lors des Jeux olympiques dans l'espace public, par exemple. Donc, la possibilité de cette technologie-là est presque illimitée en termes de surveillance. Évidemment, on a aussi l'exemple de la Chine où il y a des surveillances avec des scores pour chaque citoyen, n'est-ce pas, qui sont faits en temps réel. Je voudrais que les gens qui nous écoutent soient sûrs de comprendre où est-ce qu'on s'en va, parce que les risques associés, c'est en fait la combinaison de technologies, l'intégration, les vidéos, la reconnaissance faciale, etc., fait qu'on peut se retrouver, alors que par exemple, il y a un projet qui veut mettre des caméras sur chacun des policiers, qui elles-mêmes sont connectées, pourraient se retrouver avec un autre gouvernement, je ne pense pas que c'est l'objectif de ce gouvernement-ci, se dire « Ah bah tiens, j'ai sous la main des données biométriques dans cette base de données d'authentification et pouvoir savoir en temps réel toutes les personnes que je rencontre, qui elles sont exactement. » Évidemment, le droit à l'anonymité disparaît totalement devant les forces de l'ordre. C'est le genre de dérive, en fait, qui pourrait être possible et auquel il va falloir, si on veut, imaginer, et puis il va falloir les imaginer et les prévenir. Tout à fait. Je veux dire, je peux donner un exemple. On faisait de la surveillance à une des manifestations du G7 à Ottawa et les policiers très ostensiblement photographiaient en pleine face tous les gens qui descendaient de l'autobus. Avec un système de reconnaissance faciale, il serait possible d'identifier ces personnes, alors que si aucune infraction a été commise, on a le droit à l'anonymat et d'être dans la place publique et de manifester sans être identifié ou fiché par la police. C'est un exemple. Alors, donc, pour conclure, il faut faire la preuve qu'on en a bien besoin pour l'identification. Il faut aussi ne pas se limiter à interdire le profilage dans l'utilisation des données, mais il faut interdire toute utilisation des données pour autre chose que l'objectif. Et puis, par ailleurs, effectivement, il faut sécuriser tout ça, donner le droit aux citoyens de valider l'utilisation, d'autoriser l'utilisation de ce système. Je vous remercie beaucoup. Votre mémoire est importante, je pense, et puis les questions de droit et de philosophie sont plus importantes même que les questions technologiques dans ce qu'on fait. Fait qu'on va en tenir compte. Bien, je vous remercie pour votre contribution aux travaux de la Commission. Je suspends les travaux quelques instants avant de permettre au prochain groupe de prendre place. Merci.